Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette 17e émission de l'année 2019. On est ensemble, toujours Marc à la technique, moi-même animateur de cette émission Soif de sport, Jean-Marc Faham, bien sûr. Ce soir, au programme du tennis avec le président de la Ligue, il est là. Bonsoir, monsieur Prévost. Vous allez bien ? Très bien. Voilà, on va partir sur le Guy Margois U15 avec René-Claude Vincent. Bonsoir René-Claude. Bonsoir, Marc. Voilà, on va présenter juste à côté, pour une fois, on sera aussi avec les arbitres de cette commission. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci de nous accueillir. Merci. On est avec le papa de monsieur Jean-Claire Todibo qui a signé au Barça de Toulouse. On va revenir sur cette histoire magnifique, merveilleuse, on va dire. On espère que la suite sera encore plus belle pour ce jeune d'origine de la Guyane. Bonsoir. Monsieur Todibo, ça va bien ? Ça va. Et puis, on va parler aujourd'hui autisme et sport. Autisme à l'école, dans une association, avec Madame de Rochambeau. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous allez tout nous dire sur ces enfants. Et peut-être que certains adultes aussi sont touchés. Oui. Voilà. On va essayer de décortiquer pour en savoir plus. On va commencer avec la Ligue de tennis. Monsieur Prévost, on vous a souvent le tennis ici est en train de travailler pas mal et des compétitions de jeunes, d'adultes. Cette fois-ci, on a au programme certaines compétitions qui sont mises en œuvre par les clubs et le comité. Comment est-ce que ça se passe sur cette, on va dire, année à cheval entre l'année scolaire et en même temps l'année sportive? Ça se passe très bien puisqu'on a revu avec le nouveau comité l'ensemble du calendrier sportif. On a revu les adultes, les jeunes et aussi ce qu'on appelle nous les seniors plus qui sont à partir de 35 ans. Voilà. Oui, allez-y. Et donc là, on est sur la période des championnats de Guyane individuels. On a fini les championnats interclubs. On parle de quelle catégorie? Alors, individuels, jeunes et adultes. Jeunes et adultes, voilà. Donc, on a terminé sur les adultes. Je peux vous donner les résultats sur le TSS qui a gagné en première division. Et chez les filles, en première division, ce sont les filles du break. Les filles du break. Qui sont tous les deux champions de l'année dernière de Anti-Guyane. Donc, ils vont partir en mai, renouveler leur titre, j'espère. Donc, comment est-ce que ça se passe juste après le championnat? Ils vont repartir, comme vous dites. Repartir. Pourquoi repartir? Mais en fait, repartir, c'est-à-dire que c'est un championnat tournant. Du coup, l'année dernière, c'était en Guyane. Et cette année, ce sera en Guadeloupe, en Martinique, pardon. Donc, c'est une plaque tournante sur les Antilles. Voilà. C'est quelque chose qui était arrêté, qu'on a maintenu avec l'ancien président qui est malheureusement décédé, M. Sumbo, avec la Martinique. Et que là, la Guadeloupe revient dans le trio, en fait. Bon. Comment est-ce que ça se passe, l'évolution, depuis que vous avez repris la Ligue? Très jeune président, mise au travail avec son comité directeur. En face, il y a les clubs aussi qui travaillent énormément. Comment est-ce que vous ressentez cette progression? Si on peut faire un petit bilan de 2 ans et demi après. Alors 2 ans, non, on est pratiquement à une année, ça fera 2 ans en janvier. Voilà. Mais on a eu une période où on a audité un petit peu tout. Le fonctionnement de la Ligue, le fonctionnement des clubs. Et ensuite, on a mis en place une politique à travers les clubs, la structuration des clubs, la restructuration de la Ligue, le déploiement des forces vives au niveau de la Ligue. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'on arrive à faire beaucoup de tournois, on arrive à avoir beaucoup d'inscrits. Je prends l'exemple, cette année, on a un tournoi qui se tourne pour le moment, qui s'appelle le tournoi Anaconda, qui se passe par la Ligue, qui est organisé par la Ligue. C'est un tournoi multi-chance. Donc c'est la première année qu'on fait les tournois multi-chance en Guyane. Et ça permet aux gamins de s'inscrire. Sur une seule inscription, ils jouent 3 matchs. Voilà, on a un tournoi avec 70 gamins, ce qui représente à peu près 210 matchs. Avant de parler un peu des départs sur la Guadeloupe, le ressenti aujourd'hui des jeunes joueurs, vous leur proposez plus de tournois, une autre organisation. Quel est le retour vis-à-vis des parents et des jeunes? Comment la Ligue perçoit ce retour de travail? J'ai l'impression que ça change un petit peu des habitudes. Aujourd'hui, on est vraiment plus carré. On s'interroge sur le fonctionnement des gamins, les résultats. Il est important pour nous, même si on n'est pas des personnes vives, on est vraiment des élus. On s'intéresse vraiment sur leurs résultats et sur leur programme annuel. Habituellement, on est habitué à voir les gamins de temps en temps, mais là, vraiment, tous les résultats sont remontés dès qu'il y a un tournoi qui se termine.
le CTR nous remonte les résultats sur les gamins qu'on suit. Est-ce que dans le futur, l'objectif, c'est de rejoindre aussi un pôle? On sait qu'ici, beaucoup de jeunes veulent pratiquer le haut niveau dans les sports. On a des exemples dans le foot, dans le basket, dans le hand. Est-ce que le tennis aussi, des jeunes qui partiront aussi pour des espoirs? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que nous, on ne réagit pas tellement par pôle. Pôle, pour moi, ça ressemble beaucoup au sport collectif. Tandis que la Ligue est vraiment dotée de son infrastructure. Et on a un centre d'hébergement, on a un centre d'entraînement. Donc, on est vraiment... Vous avez des cadres techniques on a des cadres diplômés qui techniques, partent souvent se faire former, etc. voilà. Donc, du coup... Donc, tout se passe au sein de la Ligue. De la Ligue. On essaye vraiment de s'éparpiller, sauf que je pense que la politique d'aujourd'hui de mon comité est de s'occuper des plus jeunes. On accompagne ceux qui sont déjà là, jusqu'au bout de leur rêve, mais notre politique, c'est vraiment de repérer les petites catégories. C'est pour ça qu'au niveau de la TDTN, on se rapproche vraiment sur les programmes des 3-6 ans, qu'on prend vraiment dès le départ pour les avoir à la Ligue vers 6 ans avec des poussières. Ceux qui passent à travers les mailles du filet, ceux qui sont un peu dispersés, qui aiment le tennis, qui jouent sur leur mur à la maison, comment vous faites pour justement les attirer vers les clubs? Est-ce qu'il y a beaucoup de tournois, souvent on vous reçoit pour les tournois, mais est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes, encore plus de ce qui s'est fait la dernière fois pour les seniors par exemple? Est-ce que ça se fait chez les jeunes? Alors, sur les journées portes ouvertes, c'est vraiment en début de saison. Septembre, on fait des journées portes ouvertes, on fait des découvertes. On accompagne aussi sur les personnes en handicap. Alors, pas l'autisme encore, mais sur les adultes, mais sur les jeunes. Et on essaie vraiment d'aller dans les communes, dans l'Ouest. Il y a 3 semaines de ça, on était dans l'Ouest, on a fait un TMC pareil. Une dizaine d'adultes, une trentaine de matchs. C'était un début. On ira vers l'Ouest. Là, j'ai une personne de la fédération qui vient les prochains jours. On va sillonner tous les terrains de Guyane, voir leurs équipements, auditer, voir ce qu'il faut faire pour développer le tennis dans des régions en dehors du littoral. On reste beaucoup fixé sur le littoral. C'est un travail avec les communes. C'est un travail avec les communes, parce qu'en règle générale, les terrains appartiennent aux communes. Donc du coup, on est obligé de passer par les communes, leur demander de l'aide pour restructurer des clubs qui sont fermés ou qui n'existent pas. Alors nous, on est d'accord, on est partant pour accompagner au départ, mais redonner la main aux personnes locales. René Claude, on sait que par rapport aux handballeurs, quand ils sont en grand championnat, ils jouent au foot, ils font d'autres sports. Est-ce qu'au niveau du basket, il y a d'autres disciplines que vous pratiquez, par exemple comme le tennis avec vos jeunes? Est-ce qu'il y a un apprentissage psychotechnique, de coordination? Est-ce que ça se passe comme ça ou c'est uniquement du basket? Non, c'est vrai que nous, on est plus dans quelque chose où on fait uniquement le basket. Mais c'est vrai qu'à la base, il y a cette transdisciplinarité où, pour moi, sur la base, sur les gamins, il faut qu'ils touchent un peu à tout, quoi. Il faut qu'ils fassent un peu d'athlétisme, un peu de foot, tout ce qui peut leur permettre de s'épanouir, tout simplement. Et puis, d'avoir ces sensations, que ce soit sur le toucher, sur les déplacements. Et après, ça vient dans un autre... puisque moi, je suis dans un autre registre. C'est vrai qu'on est plus à partir de 13 ans ou 15 ans où on commence vraiment un peu à les spécialiser. Mais c'est très important, c'est très, très, très important, surtout sur les très petits qui se développent, qui touchent un peu à tout, des activités de pleine nature notamment, de façon à après avoir une ressource motrice qui soit la plus intéressante possible. Président, j'espère que vous allez me rejoindre sur cette question. On sait pour que le développement du sport soit efficace dans un département, dans une région, l'éducation nationale, c'est primordial. Toucher les écoles, toucher la masse, de manière à essayer d'avoir une élite, même pour les clubs. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens avec la Ligue pour pouvoir faire vraiment, comme ça se passe en métropole, dans certains quartiers, avec les écoles? Alors, c'est vrai qu'on touche aussi l'année dernière, on avait 3 écoles sur Cayenne où on avait notre CED qui est Romain Pagès qui se déplaçait avec Sergère qui aussi et Nicolas Brochot. On est dans les 3 écoles. On est toujours sur Marcouria aussi. Donc on a déplacé un BE sur Marcouria qui va dans les écoles. Et on est aussi ouvert à tous les appels. Dès que je reçois un appel d'une école qui donne une journée porte ouverte, une journée manifestation sportive et que nous donne de l'aide, du monde de l'aide, on y va gracieusement. On sait que vous étiez présent sur le périscolaire à Cayenne, pas que Cayenne, un peu partout, oui, avec vos éducateurs. Non, il suffit de nous faire un courrier, un petit coup de fil, nous faire un appel au jour de manifestation sportive et on déplace un cadre. Donc, pour pouvoir vulgariser un peu le tennis et derrière quand même ramener des licenciés au niveau des clubs. Très bien, donc le travail continue à la Ligue, encore en progresse petit à petit.
On va... Et on voulait en savoir plus, Fabrice Prévost, sur Ouais. l'actualité là, par rapport au 30e Open, c'est ça? Il y a les inscriptions qui sont lancées pour Alors, les jeunes? Il y a beaucoup de choses qui sont lancées ces jours-ci. Et c'est vrai que- avril au 12 avril Et c'est 2019. vrai que voilà. s'il y a le 30e Open du Stade français, c'est un tournoi qui est organisé par le Stade français de tennis. Et donc il y a une partie qualificative sur les 13-14 ans. Donc qui se passe en Donc c'est Guyane. uniquement les 13-14 ans. C'est une seule catégorie. D'accord, donc il y a une compétition en ce moment, c'est ça? Elle sera- non, elle- Ça sera du 7 au 12 Ouais, du et 7 qui non. permettra Alors, à des jeunes de 13-14 ans de se sélectionner pour partir. En métropole, en juillet-août, sur le tournoi. Parce qu'en fait, ça se passe sur toute la France. Et en fait, il y a les qualifications dans chaque département, Dans chaque- dans chaque ligue. Et on se retrouve en métropole. Et quelles sont les aides pour cette organisation ici? Comment est-ce que ça se passe? Tout Alors, est sur l'égide de la Ligue? Alors, on profite aussi que ça tombe en même temps que le chemin de France. Donc, les gamins sont déjà sur place. Ils partent en tournée. Donc, ils profitent de ce créneau-là pour pouvoir s'y rendre. D'accord, qu'est-ce qui se passe sur cette Open du Stade français? Comment ça se passe là-bas? Ben, c'est un tournoi. Qu'est-ce qui motive les jeunes? Voilà, qu'est-ce qui peut motiver les jeunes pour participer à cette sélection, pour pouvoir y aller? Mais déjà, c'est un fait de partir en dehors de la Guyane pour voir d'autres joueurs et d'autres styles de jeu. De et se confronter de se à confronter autre chose autre qu'ils n'ont pas chose. toute l'année, Parce que le problème aussi qu'on a au niveau des gamins ici qui sont plus ou moins bons, c'est qu'ils se jouent entre eux, en fait. entre tout le temps. Aujourd'hui, on n'a D'accord. pas assez d'ossature au niveau des clubs pour avoir un vivier de gamins du même Donc, niveau. c'est une ouverture de plus d'être sur la Tout à fait, métropole ouais. et de rencontrer et de jouer Ouais. aussi d'autres joueurs, d'autres styles de joueurs et voir découvrir aussi l'environnement. Tout à fait. Voilà. Et il y a un programme particulier avec l'UNESCO, c'est ça? Sport et attitude? Apparemment, une espèce d'éveil à... Alors, c'est un grand tournoi qui n'est pas organisé par la Ligue de Guyane. Il n'y a pas tous les D'accord. autres tournois les aboutissants, mais c'est vrai qu'ils ont. C'est un tournoi qui est vraiment réputé, qui a pas mal de partenaires, oui. D'accord. On va passer une Oui. petite pause de pub et on va se retrouver avec le basket, avec René-Claude Vincent et aussi avec l'arbitrage de ce tournoi U15, Guy Margois. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la Dream Team RMC. RDI. C'est du grand spectacle à la radio. RDI, c'est de la musique, des infos et du sport avec RMC. RDI en Guyane sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. De retour dans Soif de Sport avec René-Claude Vincent, on va parler Guy Margois et avec M. Jeannot, qui est arbitre. Vous faites partie de la commission des arbitres en Guyane, ou bien vous venez de Ça, métropole pour voilà, je nous travaille à la amener... Fédération française de basket. Voilà. Et je fais partie des 5 formateurs professionnels à la fédération. Et je suis arbitre également, j'arbitre en première division. Et mon travail, c'est de former un peu partout sur le territoire, et notamment dans les territoires ultramarins, dont je suis responsable. Et c'est pour ça que je viens tous les ans au TIL depuis 4-5 ans, pour suivre les jeunes arbitres et aussi les plus anciens qui œuvrent tous les week-ends sur les terrains guyanais. Comment est-ce que ça se passe quand vous arrivez? Vous êtes là pour 15 jours, une semaine, à Alors, peu près? Je viens pour une semaine avec en point d'orgue le TIL qui va commencer demain après-midi à la halle Kevin Séraphin. Donc pour ce TIL, il y a des jeunes arbitres qui sont sélectionnés par Guyane, Martinique et Guadeloupe, voire Saint-Martin quand Saint-Martin vient participer. Donc moi, pendant 2 jours, je vais les former. Enfin, ils arbitrent déjà, mais en tout cas optimiser leurs compétences pour pouvoir arbitrer ce TIL. Donc on travaille d'arrache-pied là toute la journée, ils sont rincés, crevés, mais ils apprennent plein de choses parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Vous êtes loin de la métropole, vous êtes parfois isolé comme la Guyane, il n'y a pas de département à côté avec lesquels travailler. Donc c'est bien que chaque année on puisse apporter les nouveautés de l'arbitrage, les nouvelles règles, la façon d'arbitrer, la façon de communiquer, de gérer les hommes, etc. Donc on a travaillé 2 jours avec eux. Et puis les 2 jours précédents, j'ai travaillé avec les arbitres locaux, les anciens entre guillemets. Et comment ça se passe en période scolaire? Comment vous arrivez à voir Ouais, alors ces c'est- jeunes? Ils ont école, ils Ouais, travaillent. ils ont école. Alors Comment la est-ce que Ligue, ça se passe, la Ligue a voilà. très bien travaillé avec Roland Dornal. Ils ont travaillé avec les écoles pour pouvoir les dispenser de cours les 2 jours où je suis là, pour pouvoir participer à cette formation. Alors je crois que parfois ça vaut bien des cours, parce qu'ici ils apprennent certes du basket, mais ils apprennent aussi à gérer les hommes, ils apprennent à argumenter, ils apprennent à décider. On fait pas trop ça à l'école, donc c'est pas mal en fait. Cette formation ne concerne pas que les adultes, ça concerne aussi les les enfants, jeunes. ou c'est plutôt les jeunes d'ailleurs?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai fait 2 vraiment jours les deux, avec les d'accord. adultes, les plus anciens ici de Guyane, qui sont là tous les samedis, dimanches, les mardis, les mercredis pour arbitrer. Et puis la deuxième partie, donc, qui a commencé hier et aujourd'hui, c'est la formation des plus jeunes, qui sont des jeunes de 18-25 ans. Quand on dit jeunes, c'est plutôt 18-25 ans, et qui vont arbitrer ce TIL ce week-end. Est-ce que le basket, comme le football, connaît des évolutions justement dans ses règles ou dans son fonctionnement? Notamment, on a vu l'introduction de la VAR dans le football ou des choses comme ça, les nouvelles technologies. Est-ce que le basket est aussi concerné par ce genre de choses? Il y a des évolutions de règles tous les ans quasiment dans le basket, parce que les entraîneurs comme René Claude sont très intelligents et essaient toujours de contourner le règlement. C'est pas par vice, mais pour toujours aller plus loin. Donc les règles s'adaptent à chaque fois. Et puis en effet, sur le sport du plus haut niveau, ce qu'on appelle la Jeep Elite, qui est la première division, la vidéo, on l'utilise déjà depuis nous 4-5 ans. Pas tout à fait comme football, c'est-à-dire que pas pour arrêter le jeu et décider d'une faute ou pas, mais plutôt sur des tirs en fin de quart-temps pour voir s'ils sont partis au buzzer ou pas. Sachant que la Fédération internationale, elle, utilise, au même titre que la VAR au football, la vidéo dans le basket, c'est déjà chose courante. On connaît dans tous les sports collectifs la difficulté des arbitres, comment ils sont perçus par les joueurs. Qu'est-ce qui est mis en place vraiment, concrètement dans le basket pour que les joueurs puissent ne même pas voir l'arbitre pendant le match, juste entendre le coup de sifflet et continuer à jouer ou pas jouer? Alors on travaille sur 2-3 aspects importants. Le premier, c'est d'abord la connaissance du basket. Parce que de n'importe quel sport, on ne peut pas être un arbitre de foot sans avoir joué au foot et sans le comprendre. Et même chose. Et malheureusement, on a parfois, les clubs envoient des gens, tu ne sais pas trop jouer au basket, tu vas faire arbitre. Tu ne sais pas trop jouer au foot, tu vas faire arbitre. Et ça, on en souffre. Donc la première chose, c'est de travailler sur la connaissance du basket. Et puis la deuxième chose, c'est, s'ils connaissent bien le basket, c'est être capable de juger, siffler, pas siffler, c'est dans tous les sports pareil. Et puis comme dans tous les sports, c'est aussi transversal, c'est le management de la rencontre. C'est-à-dire que forcément, l'arbitre, il va faire des erreurs. J'expliquais ce matin à mes jeunes que nous, en première division, on est 3 arbitres. À nous 3, on fait une douzaine d'erreurs. Donc vous imaginez bien qu'en deuxième, en troisième et quand on arrive en pré-national comme ici, les arbitres font une 20-25 erreurs par match. Et forcément, ça amène des contestations. Et bien après, c'est aussi leur apprendre, très jeune, à savoir gérer ses contestations, à savoir contrôler les gens, à gérer ses émotions. Parce que malheureusement, les arbitres sont que des hommes et parfois répondent mal. Ou voilà, donc c'est essayer d'avoir du self-control, gérer les émotions et gérer les hommes. Et ça, c'est passionnant. Vous m'avez fait un petit peu la partie mentale, mais la partie technique, vraiment du travail concret, vous me dites il faut apprendre le basket d'abord pour savoir bien arbitrer. Il y a des passionnés de jeu qui ne jouent jamais, mais ils sont passionnés de jeu. Ils connaissent toutes les règles, tous les joueurs. Ces personnes-là, comment vous les amenez aussi voilà. C'est vrai que ceux qui aiment beaucoup le sport sans le pratiquer, c'est pas facile d'être arbitre. Donc nous, dans nos stages, quand on reçoit ce genre de personnes, on fait des exercices techniques au même titre que les entraîneurs. On leur donne, on fait des départs en dribble et ils doivent faire comme les joueurs. Parce que je leur explique qu'un arbitre, moi par exemple en première division, je peux faire tout ce que font les joueurs de première division. Alors bien moins vite, bien moins haut, bien moins fort, mais je comprends tout ce qu'ils font techniquement. Et c'est ce qu'on demande aussi. C'est ça qui est important. Donc le jugement, la finesse d'arbitrage devient plus pointue. Si vous comprenez bien ce que font les joueurs, après vous sifflez mieux. C'est dans tous les sports, je crois. Donc on peut prévoir un geste. Anticiper, exactement. Anticiper un geste. Donc voilà. Et puis après, on a une partie technique aussi, qui est ce qu'on appelle, nous, le terme, ça s'appelle la mécanique d'arbitrage, c'est-à-dire comment on se place, comment on se déplace. Parce que contrairement au tennis où on est avoir assis, le meilleur angle de vue dans une chaise et on voit de loin les lignes, nous, comme il y a du contact, si le joueur se met de tel endroit, nous, l'arbitre, il voit pas, il est masqué. Donc il faut qu'il se déplace pour voir. C'est pour ça que les arbitres courent beaucoup. Et ça, c'est un vrai travail avec eux. La question, elle est arrivée par rapport à la petite surface. 2 arbitres. Il faut que vous ayez une très grande complémentarité. Avec l'autre. Souvent, vous n'êtes pas de la même région quand vous arbitrez des matchs. Comment est-ce que ça se passe et comment on peut expliquer à des jeunes ou des moins jeunes ici, dans une région où c'est encore plus difficile, cette complémentarité avant le match, comment se souder rapidement pour faire l'union pour le match. C'est ce qui manque un petit peu pour que ici. Les joueurs puissent justement se sentir vraiment sous une carapace. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qui manque un petit peu ici, j'ai trouvé. Je suis allé voir 2-3 matchs cette semaine. Je trouve que ça leur manque un petit peu. Ils arrivent, ils s'assoient dans les tribunes. L'autre collègue est assis un peu plus loin. Et ils oublient de préparer un petit peu le match ensemble. Et il faut faire équipe. Et aujourd'hui, avec les jeunes, le premier exercice qu'on a fait, c'est se faire confiance. Donc on sait même fermer les yeux, se jeter en arrière, s'attraper. Voilà. On est des potes, on travaille ensemble. Voilà. Parce que sur le terrain, je leur expliquais que leurs meilleurs copains sur le terrain, le temps du match, c'est leurs collègues. Ils sont peut-être pas potes dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, sur le terrain, au moment du match, il va falloir... Et il faut être soudé, il faut aussi être complémentaire, c'est-à-dire que je vais pas siffler devant le nez du collègue et je le déjuge pas, par exemple. Et notamment dans l'association des plus anciens,
avec les petits jeunes qui arrivent, c'est pas toujours facile. Les anciens pensent tout savoir, les jeunes pensent aussi tout savoir, et il faut essayer de faire un mélange des deux, que les anciens apportent leur expérience, leur maîtrise, leur connaissance du milieu. La complicité du jeu. Et puis que les jeunes leur apprennent, eux, plutôt la technique, parce les nouvelles générations, vous savez, sont toujours meilleures que les anciennes générations. On sait que lorsqu'on a des émissaires qui viennent de tous les horizons chez nous, ils viennent nous enrichir. Mais comment vous enrichissez de chez nous? Parce qu'on sait que aussi, même quand un niveau est plus bas, on trouve des choses avant de partir. Et on se dit, mais finalement... Je pense que les gens n'estiment pas ce qu'on se trouve ici, en fait. Voilà, là, on vient un petit peu avec nos valises et nos méthodes. Votre témoignage, justement, parce que c'est de l'expérience. D'abord, il y a une chose je voulais juste préciser une chose. Il y a une chose qui est importante que je leur apporte de la métropole, c'est qu'en fait, ici, les arbitres ont un rôle super important. La Guyane, c'est 1200 licenciés en basket, ce qui correspond à un petit comité en métropole. Mais ils sortent des joueurs. Il y a au moins 3 joueurs NBA qui viennent d'ici, ce qui est énorme. Kevin Séraphin, Damien Inglis, Livio Jean-Charles, ce sont des Guyanais qui ont joué en NBA. C'est énorme. Donc il faut que les arbitres ici, ils arbitrent correctement pour que les jeunes qui ont 15 ans, 12 ans, 13 ans évoluent dans de bonnes conditions pour qu'on puisse les emmener vers le haut niveau. Si on les arbitre mal, ils vont mal jouer. Parce que si, par exemple, dès qu'ils touchent un petit peu, on siffle faute, quand on joue contre la Martinique, on se fait massacrer parce que là-bas, ils sifflent bien, par exemple. Je prends cet exemple. Donc déjà, je leur apporte ça. Et donc, moi, j'essaie aussi de m'enrichir de tout ça. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, je découvre d'abord une autre organisation qui est pas du tout la même que par chez nous, en tout cas qui change, on joue en semaine, tout ça, et je m'aperçois que nous, parfois, on est très à cheval sur un horaire, sur des procédures, et qu'ici, bon an, mal an, même si des fois ça demanderait un peu plus de rigueur, les choses se passent bien, les gens se connaissent, et ça se passe plutôt dans un bon esprit. Et nous, parfois, l'arbitre se trouve un petit peu trop, se prend un petit peu pour un coq, et vient siffler un petit peu, et j'ai tout le pouvoir, et je suis le meilleur. Ici, je trouve qu'ils sont... Certains, certainement, mais ils sont plus ouverts, les gens se connaissent et c'est super important, ça, la relation avec les gens. L'arbitre, il doit être en relation avec les gens. René-Claude, Vincent, que pensez-vous de ce témoignage? Non, mais il y a une complémentarité. De toute façon, puisque le jeu évolue, l'arbitre, il est un peu... donc, il doit prendre en compte cette évolution-là. Il doit prendre en compte aussi le fait que les entraîneurs et les joueurs essaient toujours de jouer au petit malin et de contourner. Donc, c'est ce mélange-là qui fait que on arrive à quelque chose où ça se passe bien, on s'entend et donc, de temps en temps, on essaie un peu de se couillonner, comme on dit chez nous. Mais moi, ce que je retiens bien aussi de votre témoignage, c'est que vous reconnaissez que même un arbitre que vous êtes au niveau national peut se tromper dans des matchs. Donc ça, c'est important aussi. Il faut aussi que les joueurs acceptent que l'arbitre puisse se tromper finalement. C'est ça? Hier, j'ai fait un module avec les arbitres, les anciens et les jeunes, qui sont venus. On avait une quinzaine d'arbitres là qui étaient là. Et je leur expliquais ce statut de l'erreur. C'est très important de savoir qu'on se trompe déjà. Savoir qu'on se trompe. Tous les matchs, on va se tromper. Et après, il faut être capable de reconnaître l'erreur. Il n'y a rien de pire pour un joueur qui n'a pas fait faute, à qui on siffle faute, de dire « Si, tu as fait faute, tu as fait faute ». Et ça, c'est dans tous les sports. Parfois, il suffit juste de dire « Moi, peut-être, je me suis trompé, excuse-moi », et paf, ça apaise tout de suite les choses. Et les arbitres doivent comprendre qu'ils se trompent. Et je leur dis, quand vous vous trompez 20 fois par match, si 10 fois il y a des contestations, c'est peut-être qu'ils ont raison aussi, les coachs et les joueurs. Donc soyez à l'écoute, soyez en contrôle des émotions, parce que l'arbitre, souvent, ils se sont attaqués personnellement. Quand ils disent « Ah, t'es nul, l'arbitre !» Ils prennent ça personnellement. C'est pas la personne qu'on critique, c'est un jugement à un moment. Ça, c'est dur, surtout quand on est jeune. J'ai une question pour vous sur votre préparation. Comment on fait passer à des jeunes et des moins jeunes et arbitres l'importance de la condition physique chez les arbitres pour refléter son match? On arrive devant les joueurs, on est en pleine forme, ils nous voient courir des deux côtés du terrain et tout de suite, ils sentent qu'on arbitre mieux, quel que soit le sport. Quand l'arbitre est à côté de vous, vous avez moins le temps de parler ou il est déjà là. Comment est-ce que vous expliquez? L'arbitre, c'est un sportif déjà. Il doit avoir une attitude, ne serait-ce que physique, sportive. Je vais voir un match, j'ai un arbitre qui était pas du tout en condition, je l'ai chopé à la fin, je dis c'est pas logique. Les joueurs ils s'entraînent 1, 2, 3 fois par semaine, et toi tu t'entraînes combien de fois? 0. Tu peux pas arbitrer alors. C'est pas juste être... Voilà. Donc il faut être dans une attitude physique pour être en effet dans le match, près des joueurs, parce que plus on va les encadrer, pas d'un point de vue paternaliste, mais être à côté d'eux en disant attention, pousse pas, attention, tire pas le maillot. Et je pense au football, c'est exactement la même chose. J'ai souvent des relations avec des arbitres de première division en France de football, on a le même discours. Il faut être à côté pour manager. Le rugby fait ça très très bien.
c'est super agréable. Ils sont même avec le bras en accompagnant l'action. Exactement. Et en fait, j'aimerais ça dans le basket, c'est que nous, les arbitres, on est là pour aider les joueurs à bien jouer. On n'est pas là pour siffler et faire le chef de gare. C'est pas ça. L'arbitre, il faudrait presque être entraîneur. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien être avec les entraîneurs parce que on a la même vision du basket. Après, on a des casquettes différentes et ça fait partie du jeu. Hein. Mais on est là au service du jeu. Et ça, il faut bien le comprendre. On va arriver au Guimargois, René-Claude. Une dernière question. Mon interrogation, pourquoi l'arbitre n'est pas à l'entraînement avec les joueurs, s'entraîne avec eux, arbitre avec eux, pour qu'ils puissent vraiment sentir la proximité de l'amour du jeu des deux côtés et de la même psychologie? Parce que souvent, les arbitres s'entraînent, tu vas être d'accord avec les moi, joueurs s'entraînent. On va le salarier à la Ligue, Jean-Marc, pour qu'il apporte cette idée, parce que vous avez tout à fait raison. Ça existe sur quelques initiatives en métropole, où on appelle ça des classes arbitres, qui viennent s'entraîner avec les pôles. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont faire les entraînements, les exercices, donc comme vous avez raison, ils vont sentir le jeu, et puis dès qu'il va y avoir des situations jouées, ils peuvent arbitrer, puis avec le formateur, on les corrige. Et en plus, je veux dire, ils vont progresser très vite. Dans la relation avec les joueurs, quand ils vont les retrouver sur les terrains, quand on ne se connaît pas, on fait quand on se connaît, ça change tout. Exactement. Et moi, c'est un des rêves que j'aurais. Et même à l'INSEP, à Paris, où c'est le pôle France, où on a les meilleurs joueurs, pourquoi on n'aurait pas aussi 6 arbitres, 8 arbitres qui seraient là et on les emmènerait vers le haut niveau au même titre que les joueurs? Certains pourraient, d'autres pourraient pas. Ça, vous avez raison, c'est un vrai rêve. Mais c'est l'idéal, quoi. Et dans les clubs, ça peut se faire de temps en temps, où des arbitres d'un club, je prends par exemple le club de Montjoly, l'arbitre, il vient et il pourrait s'entraîner avec l'équipe le mercredi soir ou le jeudi soir, et puis arbitrer aussi. Ça serait l'idéal. Dès les plus jeunes âges, dès l'école de foot, dès les écoles de basket. Dès les ça doit se écoles, faire. exactement. Vous avez raison. René-Claude, Le Guimargois. je rejoins déjà la Ligue, moi. Alors, des nouvelles de ce Guimargois qui commence demain soir, c'est ça? Juste avant de parler du Guimargois, je tenais à souligner le fait aussi que le travail complémentaire, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, nous tous entraîneurs, on est avant tout des éducateurs. Donc en tant qu'éducateur, on doit faire comprendre aux joueurs que l'arbitre est un acteur du jeu. Comme les joueurs, on ne peut pas jouer sans l'arbitre. Et à un moment, c'est très important de passer ce message-là très tôt, de leur faire comprendre que c'est un être humain, comme nous tous, il est en formation, comme eux, et que justement, nous, on doit progresser ensemble, tout simplement, mais le petit et pas se jeter la pierre. Le petit détail... Il y a des règles à respecter, il y a le respect de l'arbitre, voilà, même s'il se trompe, il y a le respect de l'arbitre, de l'autre, tout simplement. Le petit détail, Marc, c'est l'éducateur, parce qu'il n'est pas en tenue d'arbitre sur le terrain. Il n'a pas le sifflet comme l'arbitre sur le terrain. Il a un sifflet d'éducateur. Il a une tenue d'éducateur. Donc l'enfant, même avec les propos, n'est pas dans le même équilibre que l'éducateur. C'est pour ça que je demandais, est-ce que l'arbitre est en tenue, avec son sifflet, son chrono, pareil que pendant le match, ça montre, puisse pouvoir éduquer l'enfant. On a un rôle d'exemple. Donc comment on va se comporter avec l'arbitre, c'est un reflet aussi qu'on va donner à l'enfant, puisque les enfants apprennent beaucoup en imitant. C'est ça, parce qu'il ne suffit pas que l'entraîneur dise de respecter l'arbitre, il faut que lui-même aussi respecte l'arbitre, parce que finalement, les joueurs, ils vont aussi regarder, observer comment se comporte l'entraîneur, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. René-Claude, on passe au Guimargois, le 15. Voilà, Il va commencer demain soir. Voilà, on commence demain soir. Donc le Guimargois U15, qui est tournant, qui se fait cette année en Guyane, était parti l'année dernière en Guadeloupe, et il se fera l'année prochaine en Martinique. C'est un peu le point d'orgue pour, comment dire... On explique bien, un Guimargois de sélection. Voilà. Donc c'est sélection de Martinique. On a l'habitude de recevoir les clubs au Guimargois. Voilà. Puisque le Guimargois, ce qu'on appelle c'est la zone Guimargois, qui est en fait l'union des 3 ligues, Martinique, Guadeloupe, Guyane, de la même façon qu'il existe plusieurs zones, donc en métropole, donc la zone nord, la zone du sud-ouest, et dans chaque zone fait ce qu'on appelle un tournoi interligue. Donc ce tournoi interligue, c'est donc le TIL, qu'on appelle le TIL Guimargois, de la même façon qu'il y a un TIL dans chaque zone, et à l'issue on se confronte, on représente au mieux nos régions. On met en avant tout le travail qu'on fait avec les jeunes sur 2-3 ans, voire certains avec qui on travaille depuis 4 ans. Et à l'issue de ça, il y a un champion et aussi une sélection anti-Guyane qui représentera après la zone, le bassin, la zone Guimargois contre le champion des autres zones de métropole au TIL national au mois de mai. Et récemment, là, il y a 2 semaines, je crois, il y avait eu aussi le Guimargois des 20 ans. Voilà, des moins de 20 ans.
qu'il y a une initiative de la zone ça, c'est une anti-Guyane. initiative. Voilà. C'est une D'accord. initiative de la zone anti-Guyane. Donc, c'est un projet qui a été monté, qui a été défendu par la Guyane pour le faire, et puis aussi on l'a fait chez nous. Et là, le TIL U15, c'est un projet qui a lieu chaque année, qui fait partie du parcours, ce qu'on appelle le PPF, le parcours fédéral de formation, D'accord. et qui après permet aux jeunes Alors, d'aller se spécialiser. est-ce que le département qui organise le Guimargois, chaque année, vous organisez tous les Guimargois en même temps? Non, donc, par Comment exemple, se fait-il que la Guyane, il y a 2 semaines, il y avait les U20, 2 semaines après, il y a les U15? d'accord. Donc, il y a différentes. Donc, le TIL U15, donc le Guimargois U15, fait partie du parcours fédéral. C'est quelque chose qui est obligatoire, qui est marqué, qui fait partie des directives techniques nationales. Le Guimargois U20, c'est une initiative de la zone, Guimargois, au même titre que le Guimargois U17, qui est fait à Saint-Martin. Donc, le Guimargois U17 a été domicilié à Saint-Martin. D'accord. Le Guimargois U20 domicilié en Guyane. D'accord. Le Guimargois des moins de 13 ans domicilié en Madame Darnal Martinique. était passée, nous l'avait bien expliqué. En Martinique. Et normalement, le Guimargois U18 féminin, qui devra avoir lieu l'année prochaine, qui sera domicilié en Guadeloupe. En Guadeloupe. Voilà. Ok. Donc, chaque région a pris Un une des Guimargois catégories. sous sa responsabilité. Mais le U15 reste le point d'orgue quand même de cette Voilà, organisation, et la voilà. fédération s'y trompe pas. Elle envoie aussi, comme nous on vient travailler ici, mais également les clubs professionnels de métropole envoient régulièrement des gens. On a vu l'Asvel, Cholet venir régulièrement. Les gros Oui, parce que clubs viennent ici, c'est l'âge du recrutement. Hein, c'est 15 oui, ans. oui, c'est maintenant qu'on détecte les pépites. hein. Je venais à cette question sur le travail que tu accomplis pour la Ligue. Est-ce que tu as les moyens sur le territoire d'avoir tes meilleurs, Alors, il de y a... pouvoir détecter avec les entraîneurs de chaque commune? Alors, c'est un partenariat. C'est un partenariat avec les différents clubs. C'est-à-dire que maintenant, la détection, elle est faite de 2 façons. La première façon, c'est un travail au niveau des clubs où on demande aux entraîneurs des catégories concernées de nous envoyer leurs meilleurs éléments. On fait différents regroupements. Donc, le début de nos regroupements se fait en général au stage de Toussaint, parce que les vacances de Toussaint, on laisse le temps à tout le monde, septembre, octobre, de faire sa rentrée et s'organiser. Aussi, on va voir des matchs. Donc, on a une commission technique, on a différents éducateurs des commissions techniques, et on va voir les différents matchs, et on fait des petits comptes rendus sur des gens qu'on a vus. On est, comme il a dit, on est une petite ligue, c'est-à-dire qu'on a 1500 licenciés. Et c'est vrai que le retour qu'on a, et ce qui est, puisque j'interviens aussi sur l'opération basket école, on essaie de développer aussi l'Ouest. On a fait un gros travail sur Kourou, puisqu'on a pas mal d'écoles qui sont inscrites à l'opération basket école, sur Saint-Laurent aussi, de façon à ce qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent avoir de plus en plus de licenciés, et qu'on puisse avoir aussi une vision beaucoup plus large, de façon à ne pas louper des jeunes. Parce que notre difficulté, c'est de toucher les jeunes qui ne sont pas licenciés. C'est-à-dire notre plus grande difficulté. Donc, on a des initiatives, puisqu'il y a des labels qui existent, des labels fédéraux. On a des clubs comme l'ASC Tours, l'USL Montjoly, le Sport Guyanais, qui sont labellisés par la Fédération française de basketball, qui font un travail au niveau des jeunes. Donc, c'est un peu nos moteurs. Maintenant, le plus gros travail, ça va être d'aller toucher des communes comme Montigny, où on avait un club qui était en train de se structurer, puis finalement, ça n'a pas trop tenu. Donc, Montigny, Kourou, qui est en train de se restructurer. Donc, l'ASC Roucou, qui a réouvert cette année, avec une école de basket, ils ont fait un regroupement dernièrement. Donc, c'est eux qu'on essaie de dynamiser de façon à avoir de plus en plus de licenciés. Et puis maintenant, on a des structures qui ouvrent, des nouvelles structures. On a le Hall Marigard qui va ouvrir bientôt. Donc ces structures-là vont permettre d'accueillir beaucoup plus de gamins dans de bonnes conditions, puisque pour que les clubs puissent travailler correctement, il faut qu'ils aient des structures fermées. Maintenant, c'est très compliqué, quoique il n'y a pas beaucoup de pluie ces temps-ci. Mais maintenant, c'est très compliqué de s'entraîner en extérieur. Voilà, de tenir une saison. On peut s'entraîner. On a la chance de pouvoir s'entraîner en extérieur. Moi, j'encadre en métropole. Quand il fait l'hiver, si t'as pas la salle, t'es mort. C'est mort. Mais on a la chance de pouvoir s'entraîner en extérieur. Sauf que pour un entraîneur qui veut planifier des choses sur une saison, s'il doit tenir compte de la saison des pluies, etc., il s'en sort pas. Puis même pour un parent, moi, je m'imagine en tant que parent. Moi, j'ai mon fils. Il faut que je regarde le soleil et la météo à chaque fois pour savoir si je l'emmène à l'entraînement ou pas. Il y a intérêt que le terrain soit prêt. Sinon, des fois, je vais pas l'emmener. Donc, voilà. Donc, on revient sur ce Guimargois U15, important pour les jeunes. Oui. Pour les jeunes, pas seulement au niveau des résultats, mais au niveau des détections, comme Johan nous l'a dit.
Est-ce que derrière ça, vraiment, il y a dans le travail l'objectif pour les faire comprendre que ce jour-là, il faut qu'il soit vraiment opérationnel, il faut qu'il soit au maximum, il ne faut pas qu'il laisse passer certaines chances qui ne se reproduisent pas souvent. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y en a certains, c'est depuis 3-4 ans qu'ils préparent cette échéance-là. Ceux qui sont en dernière année de formation, eh ben, dès le mois d'août, puisqu'on a commencé à s'entraîner fin août, dès le mois d'août, ben, on leur a mis un projet. Voilà, vous arrivez en deuxième année de formation, ils ont déjà fait plusieurs évaluations. Là, c'est le sommet, c'est le dernier tournoi qu'ils font, où c'est vraiment là où ils ont leur plus grosse carte à jouer et à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir être vus avec les structures, lorsqu'il y a des structures qui viennent. Donc, puisque habituellement, on avait toujours 2 ou 3 structures de centres de formation qui viennent. Maintenant, on a beaucoup de concurrence entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, mais aussi avec des régions, je pense à l'Île-de-France, à plusieurs régions de France qui travaillent très bien. Donc, des fois, au niveau des recrutements, c'est difficile d'attirer beaucoup de structures. On a la chance d'avoir quelqu'un qui va venir du centre de formation de Cholet, notamment. Donc, ça va permettre d'être vu, tout simplement. Rappelez-nous, à partir de demain, les horaires. Sur combien de jours? Donc, rappel aux auditeurs. Le tournoi, c'est vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà, au hall Kevin Séraphin. Au hall Kevin Séraphin. Donc, dès demain, 16h, on commence avec l'équipe féminine, donc opposition féminine. Combien de matchs par jour? Guadeloupe. Donc, il y aura des matchs toute la journée de 8h jusqu'à 20h. Donc, 8h le matin. Voilà, 8h le matin. Samedi, d'accord. Mais demain soir, soir, ça commence à 18h. Donc, ça commence à 16h. À 16h. 16h. Martinique contre Guadeloupe, en filles. Ensuite, Guyane contre Guadeloupe. Donc, premier en garçon. Et on finit la soirée de demain avec Guyane contre Guadeloupe, en filles. Voilà. Puisque le samedi, notamment, on les met dans le même rythme qu'un championnat de France. Donc, ils ont 2 matchs par jour. Donc, un match le matin, un match l'après-midi. Merci, René-Claude Vincent. Jean-Marc, juste avant de passer à Madame de Rochambeau pour parler de sport et autisme, Joanne, est-ce que votre venue à cette période-là est un hasard ou est-ce que c'est volontairement que vous venez C'est bien volontaire de la part de la fédération. D'abord pour qu'il y ait un suivi au fur et à mesure des années, parce que souvent on envoyait des formateurs qui changeaient tous les ans, parce que c'était un peu aussi le cadeau pour les métropolitains de venir en Guyane, en Guadeloupe, passer quelques jours avec tout ce qui va bien autour. Et puis ça a été une demande forte d'ici en disant non, on veut une personne qui suive, parce que faut aussi connaître les gens. Maintenant on apprend à se connaître, ça fait plusieurs années, on connaît les éducateurs partout, et puis les arbitres aussi qu'on suit. Et non, la fédération vraiment mettre le point sur ce tournoi, parce que comme je l'ai dit, c'est là que sont les pépites, c'est là qu'ont été vus les joueurs que je vous ai cités tout à l'heure, qui ont été recrutés dans les centres de formation en métropole. On n'oublie pas Christophe Léonard. Eh oui, tout à fait. Christophe qui est venu à Cholet. Je connais bien parce que j'habite à côté de Cholet. Voilà. Christophe. Et notre dernier jeune qui nous représente à l'heure actuelle, qui s'appelle Dimanche Carton, qui va essayer de... Qui joue un peu en première division à Cholet, que j'ai arbitré il n'y a pas longtemps, à 4-18 ans. Notamment le championnat d'Europe. Tout à fait. Pour terminer, pas seulement des joueurs, aussi des arbitres en première division, guyanais, à Caen. Quand ils seront prêts à venir, on compte sur vous. Il y a encore beaucoup de travail, mais les portes sont ouvertes. Une petite pause et on se retrouve tout de suite avec Madame de Rochambeau. On va parler sport et autisme avant de terminer avec Monsieur Jean-René Todibo. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la Dream Team RMC. RDI. C'est du grand spectacle à la radio. Oui, je vois. Je vous vois. On est de retour sur RDI Guyane. On discute, Marc. On est en direct. Madame de Rochambeau, bonsoir à nouveau. Donc, vous allez nous expliquer l'autisme, déjà, pour commencer, pour que les auditeurs puissent comprendre. On est sur RDI Guyane. RDI Guyane, page Facebook. RDI Guyane 36 3000, le numéro de téléphone. Donc, dans l'émission Soif de Sport, on est dans la partie autisme et sport avec Madame de Rochambeau. Alors, bonsoir à tous. Donc, je pense que je vais essayer d'être simple dans la définition de l'autisme. C'est d'abord, pour moi, un autiste, c'est juste une personne différente. On dit bien, ce n'est pas une maladie. Donc, c'est juste quelqu'un de différent dont le cerveau fonctionne différemment que les personnes, on dirait, neurotypiques, c'est-à-dire non autistes. C'est juste un tout petit dérèglement dans le cerveau. Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire
je veux dire quand même, ce qu'on entend partout, le spectre, le TSA, c'est-à-dire les troubles du spectre autistique. Bon, c'est vrai que c'est un grand mot, et quand on en parle autour de nous, peu de gens peuvent comprendre exactement ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, parlons simplement, essayons de décrypter, essayons de dire les choses pour que les autres puissent nous comprendre. Comment c'est mis en place pour détecter ces enfants-là par les parents et aussi les encadrer? Alors, comment les détecter? Comment ils arrivent à vous? Comment ils arrivent à nous? Ils arrivent à nous, d'une part, parce que quand on a un enfant qui a des comportements, on va dire, anormaux, on commence à se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il crie quand il entend du bruit? Pourquoi est-ce qu'il ne me regarde pas quand je lui parle? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que je le touche? Pourquoi est-ce qu'il dort mal la nuit? Pourquoi il est sélectif? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas manger? Toutes ces petites choses finissent par alerter les parents. Vers quel âge en général l'autisme se décèle? Assez tôt, on pourrait dire. Assez tôt, à peu près. On peut même dire 18 mois. Parce que là, déjà, l'enfant, il dort très mal. Il pleure, on ne sait pas vraiment pourquoi. On va dire, les parents diront, il pleure beaucoup, mon enfant. Il ne veut pas que je le touche. Il ne me regarde pas. Il ne suit pas. Vous savez, maintenant, les enfants, dès qu'ils ont quelques mois, vous les regardez, ils suivent du regard. Et là, il ne veut pas vous regarder. Ce sont des petites choses qui finissent par alerter les parents. Alors, il faut vraiment en parler parce que souvent, les parents, ils perdent beaucoup de temps parce que comme ils ne comprennent pas, eh ben, ils essayent de se dépatouiller. Finalement, nous perdons du temps. Enfin, l'enfant perd du temps. Donc, on rappelle, vous êtes sur Macoria, la structure est sur Macoria, vous œuvrez... Pas du tout, alors que je sais que moi, non, pas du tout. La structure n'est pas sur Macoria. J'ai une association. À partir du 2 avril, ce sera la journée de sensibilisation à l'autisme. C'est la journée mondiale. Ça a démarré en 2008. La Guyane a commencé en 2011. Et donc, depuis tous les ans, le 2 avril, il y a une campagne de sensibilisation. Moi, je suis infirmière dans une très belle structure qui s'appelle l'ADAPI à Cayenne et qui fait un très, très, très gros travail dans l'apprentissage. Là, j'ai choisi, particulièrement avec mon association, d'aller faire une sensibilisation dans les écoles à Macoria. Il se passe énormément de choses à Cayenne, donc moi, j'ai choisi d'aller en commune, justement, parce qu'il y a beaucoup aussi d'incompréhension. Et le faire dans des écoles, parce que je pense, comme tout le monde le disait tout à l'heure, ça commence par la base. Quand on vous apprend les choses dès le plus jeune âge, d'abord vous comprenez, et ensuite vous avez un comportement qui s'adapte à cette compréhension. D'accord. La partie... Vas-y, Marc. Oui, donc, quel est le programme? Comment ça s'organise, justement, cette sensibilisation? Donc, il y a des formations d'ambassadeurs, c'est ça? Voilà, donc j'ai choisi un thème, c'est celui « Les enfants parlent aux enfants ». Il aurait été très facile que j'arrive dans les classes ou dans un hall d'école et que je commence à raconter ma petite histoire sur l'autisme. J'ai choisi de faire autrement, avec toute une équipe, avec toute l'équipe pédagogique, avec la principale, l'adjoint, tout un collectif, Madame Robot, Madame Gallo, qui est la coordinatrice du réseau de la zone Soula, avec un professeur d'éducation physique d'ailleurs, Monsieur Tapka, tout un réseau avec des collégiens, des universitaires, pour pouvoir former des pré-BAFA, 50 pré-BAFA, à comprendre ce qu'est l'autisme. Donc, pendant 3 vendredis, j'irai encore demain, avec une autre collègue, Madame Pascale Lafrontière, refaire une formation pour que ces pré-BAFA puissent ensuite, le 4 avril, former les petits, avec leurs mots, parce qu'ils auront compris. Former les petits, c'est... C'est dans tous les élèves. On peut rappeler ce que c'est que le BAFA? Parce que tout le monde n'est pas... Alors, c'est une sorte de formation. Je ne suis pas très calée là-dedans. J'ai cru comprendre que alors peut-être c'est le métier de l'animation. C'est un brevet d'animation. Voilà, c'est ça. C'est un brevet d'animation pour encadrer les enfants. Voilà. Et bien donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de leur Je dis bien d'animation, ce n'est pas un brevet de sport, c'est un brevet d'animation. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on va leur demander d'animer cette formation, cette sensibilisation aux plus petits. Et ils sont encadrés par 3 universitaires et 3 collégiens. On y vient au sport avec les enfants autisme. Ils peuvent participer, ce sont des enfants normaux, comme vous avez dit, avec des particularités. Tout à fait. Comment on peut justement les intégrer
ou bien entre eux-mêmes pouvoir participer à des activités sportives, ou des activités de découverte à travers le sport? Alors déjà, pour les intégrer, je dirais il faudrait des structures adaptées. Parce que vous comprenez bien, comme ce sont des enfants qui ont besoin d'un rituel, c'est-à-dire d'un apprentissage pas à pas, étape par étape, il va falloir vraiment du temps et que ça soit ritualisé. C'est-à-dire que chaque fois qu'il arrivera, il saura qu'il doit aller dans tel vestiaire, qu'il doit se comporter comme ça, il prend tel ballon. C'est quelque chose de longue haleine. L'autiste a besoin d'apprendre. L'autiste ne sait pas, il a besoin d'apprendre. Mais une fois qu'il a appris, il sait faire. Lors de cette grande journée, Oui. Marc vous l'a demandé, sur la programmation de cette journée qui se passera à Macoria, avec tout un encadrement spécifique Tout à pour fait. ces jeunes-là. En ce moment, vous formez les BAFA pour Mhm. qu'ils puissent venir être à côté de ces enfants. Oui. Pas seulement sur Macoria, sur le reflet que ça doit avoir. Qu'est-ce que vous attendez, justement, ici J'attends une prise de conscience et que cet enfant différent ne soit plus un tabou, en tout cas pour les parents. Et ce qui est important, c'est que pendant la formation, j'ai bien vu ces petits qui regardaient, ils disaient « Mais oui, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut faire pour les aider ?» Et là, ils s'intéressent. Ce qui serait intéressant, ce serait que la population, le public, la journée de sensibilisation, c'est pour tout public, prenne conscience que ce n'est pas tabou. Parce que nous avons des populations ici qui comprennent pas et qui pensent que c'est presque quelque chose envoyé par le démon. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué de soigner dans ces cas-là. Ils n'y croient même pas eux-mêmes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est leur apprendre que tout est possible. Il suffit de faire ce qu'il faut, d'abord se faire diagnostiquer et ensuite aller dans des structures adaptées. Et ne pas laisser les enfants comme ça. Il y a combien d'autistes en Guyane? Est-ce qu'ils sont référencés? Est-ce qu'on a un chiffre? Vous connaissez la Guyane, notre pays. Il y a énormément de personnes pas déclarées, mais on peut dire quand même qu'il y a 3000 autistes en moyenne en Guyane. 3000 autistes. Ouais, ils sont comptés. ce qu'on n'a pas Pas déclarés. déclaré. Et les tabous, les gens qui les cachent, voilà. Donc, D'accord. Donc, on se retrouve à Macoria. Vous pouvez nous donner le programme aux auditeurs, s'il vous plaît? oui, donc le jeudi 4 avril, à partir de 8 heures, les collégiens, les universitaires, le collectif sera en place et sera à l'école Edmé Koura pour l'accueil des invités. Nous avons quand même invité, il y a le recteur, le principal, ils ont accepté que cette action se passe dans leur école. Le maire de Macoria, c'est sa commune. Donc, et de 8h30 à 9h, ça sera l'accueil des invités. À 9h, le collectif, les collégiens, nos ambassadeurs, donc, iront dans les classes par groupe et commenceront leur formation, donc la sensibilisation aux plus petits. En allant auprès des petits, en expliquant avec des gestes. Aux plus petits, de quel âge? Alors, il y a des CP, c'est-à-dire 6 ans, 7 ans. 6 voilà. ans, voilà. D'accord. Voilà. Et 6 ans jusqu'au CM2. Parce que c'est M2. Ouais. Donc, il y aura plusieurs cas de figure. Dans certains établissements, nous irons dans les classes et dans d'autres établissements, nous irons sur le hall parce qu'ils ont vraiment de l'espace et ça pourra se faire un petit peu à l'extérieur. Et ça aussi, c'est très bien. Merci. On reviendra dessus lundi à Oui. l'émission. On en reparlera. Tout à fait. Pendant 5-10 minutes encore pour que les auditeurs puissent être sensibilisés Voilà. à cette très belle opération. Merci beaucoup, Merci, Madame Madame de de Rochambeau. Merci à vous de m'avoir écouté. Voilà, on se tourne vers un père fier, je l'espère du moins. Votre fils aujourd'hui, Jean-Claire, est au Barça, au grand club du FC Barcelone, un des plus grands clubs d'Europe. Tout à fait. Parti de Toulouse, du centre de formation, 10 matchs en Ligue 1 et se retrouve dans l'un des plus grands clubs du monde. Comment est-ce que ça s'est passé, cette transition, cette opération je pense très délicat puisqu'il a été mis à un moment de côté par le club de Ligue 1 en sachant qu'il ne re-signait pas au club. Tout à fait. Donc la difficulté mais aussi du bonheur derrière. On peut parler que du bonheur. Comment ça s'est passé pour que les jeunes qui nous écoutent ou les parents qui nous écoutent sachent que les choses ne sont pas aussi faciles? Effectivement, bon, bah, écoutez, bah, il a fait quand même effectivement 10 matchs en Ligue 1. Bon, après, pour des problèmes internes, bon, ça c'est lui et le club. Bon, il a préféré de ne pas re-signer au FC Toulouse.
Bon, sa chance qu'il a eue, c'est que, bon, ben, je pense qu'il a eu quelqu'un qui a pu le conseiller, qui l'a amené voir autre chose. À jour d'aujourd'hui, il a pu signer au Barcelone. Bon, c'est, comme je dirais, effectivement, c'est un choix de cœur. D'accord? Bon, ça, c'est vraiment un grand choix. Aujourd'hui, il se plaît, parce que bon, je discute de temps en temps avec lui au téléphone. Il est heureux. Bon, comme il me dit, hein, il est là pour apprendre. Il est là pour apprendre auprès des plus grands. Bon, ceux qui pensent que bon, il n'est pas là pour jouer, excusez-moi, il pourra pas, comme il vous dit, hein, il est là pour apprendre. Il a déjà joué Il en jouera, Liga, il en jouera pas championnat. pour suite. Il pourra pas jouer tout de suite, mais il a joué quand même la finale des Catalognes. Oui, là, j'ai Il a fait un super match. Il a été noté 7 sur 10 quand même. Oui, sur son premier match Sur aussi, son il a premier eu une match, très bonne note déjà. Très bonne note. Il a eu 7 sur 10. Voilà. Et là, il apprend et puis voilà quoi. N'oublions pas qu'il est dans un club où joue un joueur à 5 ballons d'or. Tout à fait. Il joue avec Messi. C'est pas rien. Tout à fait. Messi, Suarez. Comment est-ce que vous arrivez, justement, en discutant avec lui, à le garder dans les objectifs? Justement, Écoutez, moi, on est là pour apprendre, mais on a quand même la rage, on a faim parce qu'on arrive quand même au haut niveau. On est dans une fosse à Lyon où il faut se battre pour s'en sortir. Comment, justement, un père, justement, motive... Écoutez, moi, comme je lui dis, hein, c'est travailler, parce que s'il est arrivé là, c'est par rapport au boulot. Et depuis petit, il aimait déjà le foot, jusqu'à maintenant. Et comme je lui dis, c'est tous les jours, c'est travailler. Et il apprend. C'était ma question, Monsieur Todibo. Ouais. Est-ce qu'un jeune comme Jean-Claire, dès petit, à partir de quel âge vous avez décelé que voilà, il était vraiment passionné de foot et qu'il avait un potentiel? Il aime le foot. Est-ce qu'il est né avec un ballon dans les pieds ou pas forcément? Je peux vous dire, bon, moi, je n'ai pas été un grand footballeur, j'ai joué au foot. Le meilleur sport que j'aimais, c'était le hand. J'ai joué au hand toute ma vie, pratiquement en Guyane. J'étais à la GSE. Et voilà, quoi, j'ai fait ma tourie, j'ai fait la GSE. Et alors, pourquoi il n'a pas suivi son père sur le hand? Qu'est-ce qui fait qu'il a... Ouais, parce que bon, il s'est tourné vers le foot. Je suis aussi éducateur de foot. D'accord. Je m'occupe des jeunes à l'US Matoury. Mais voilà, lui, il a toujours aimé le foot. Bon, sincèrement, je vais vous dire que je ne l'ai jamais encadré. Parce que, bon, comme je dis, on est peut-être éducateur, mais on peut être plus dur avec notre enfant que les enfants des autres. Alors, j'ai préféré pas l'encadrer. Il a été au FC Lilla. Moi, j'étais ailleurs, j'étais dans un petit club à côté. Mais il a aimé le football et il a grandi avec. Mais je vous dis, sa mère avait acheté un tapis roulant. Vous savez, le tapis de course. Le gamin, il courait tout le temps dessus. Tout le temps. D'accord. C'est quelque chose qu'il aimait. Il jouait à la PlayStation. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, s'il est là parce qu'il a travaillé et pour en arriver là. Aujourd'hui, on entend un peu de tout, hein. Même la Juve est prêt, ou le Barça se servir de monnaie d'échange avec l'attaquant de la Juve, hein, qui est en sélection en équipe nationale italienne. Votre fils, il a signé 5 ans à Barcelone. Il y a du travail pour réussir. Beaucoup de Français sont partis à Barcelone. Ouais. On connaît la difficulté, hein, par rapport au club espagnol. Est-ce que aujourd'hui, sa faim, son envie, sa détermination, vous pensez qu'il a envie justement de rester en Espagne? Mais je pense que tout à fait. S'il a signé, c'est pour rester au FC Barcelone. Après, il peut être prêté. Hein, vous savez, il est encore jeune et il peut être prêté dans un autre club. Et au contraire, ça va permettre d'avoir plus d'expérience et de revenir encore plus fort si demain il est prêté ailleurs. Mais au contraire, je pense que s'il a signé, il est heureux et comme il m'a dit, il apprend à côté des grands. Semaine dernière, il était en sélection U20, c'est ça? U20, effectivement, oui. Qu'est-ce que ça a donné? Il a fait 2 matchs. Sélection de l'équipe de France, je précise. U20, sélection de l'équipe de France. Avec Bernard Diomède, pardon. Il a joué les deux premiers matchs et le dernier, il n'a pas joué. Je crois pas qu'il n'a pas joué. D'accord. Donc, une année 2019 qui commence très bien, hein, appelé en équipe de France, au FC Barcelone. En sachant qu'il y a la Coupe du Monde des U20 qui arrive au mois de mai. C'est ça. Parce qu'ils sont déjà qualifiés avec Bernard Diomède. Vous, dans la perspective de l'accompagner, de le suivre, il est bien encadré au niveau... Oui, il est bien encadré. Bon, il y a sa mère, il y a son grand frère qui est là-bas avec lui. Bon, il y a aussi son agent, mais il est très bien encadré. Bon, je pense partir au mois d'avril, parce que bon, c'est pas évident avec le boulot, pour aller le voir, pour discuter, pour voir comment il est installé. Mais bon, pour le moment, il m'a dit qu'il est super bien. Ça va, il n'a pas de souci à ce niveau-là. Yohan, vous parlez de champion de basket tout à l'heure, il y en a en NBA, au foot,
Après les lamas d'Archeville, Malouda, on en a encore d'autres, mais tous les 15 ans. Pas assez à mon goût, puisque je pense que chaque année, on peut prétendre avoir des joueurs issus de la Guyane en équipe de France A. Non, mais c'est impressionnant le potentiel ici en Guyane, en fait. Je ne connaissais pas votre fils, parce que je ne suis pas très football, mais je suis impressionné par un parcours comme ça. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est le FC Barcelone. Mais c'est ça, je pense. C'est les Miami Heat, c'est les Los Angeles Lakers du basket, quoi. Voilà. C'est un truc énorme. Je suis heureux d'être à côté de vous. Et je me dis, il y a vraiment des champions. C'est vraiment une terre de champions ici. Parce que vous parlez de 1000 licenciés dans le tennis, 2200 dans le basket, certainement un peu plus au foot. On ne parle pas de la Ligue Île-de-France de basket où il y a 60 000 licenciés dans le basket, simplement. Je crois qu'au foot, il y a 7000 licenciés, c'est ça? Il nous disait au foot. récemment. Voilà, 7000, Voilà. il y a plus dans le basket, dans un petit département. Qu'au foot ici. Voilà. Et je me dis, il y a vraiment certainement du talent, mais aussi de l'encadrement. Enfin, je pense d'entraîneurs de basket, mais je pense aussi dans tous les sports. Et je pense que les gens font le maximum pour que les jeunes ici, ça puisse être aussi un projet de vie, un projet professionnel. Parce que c'est peut-être sortir aussi, aller sortir de la Guyane, aller en métropole, aller vivre autre chose qu'ici. Et je pense que c'est un vrai projet sportif et humain. Et voir cette histoire, je trouve ça formidable. Félicitations à vous et à votre fils. Et non, c'est très encourageant, je trouve, pour tous les jeunes qui sont ici. On peut s'en sortir par le sport. Enfin, je veux dire, ici, il y a une vraie occasion de le faire. Il y a une bonne occasion de le faire, de s'insérer Exactement. dans le sport. On vous remercie tous de votre témoignage. Madame Rochambeau, on reviendra lundi sur l'autisme, sur cette manifestation le jeudi 4 à Macoria. Guy Margois, on sera là, Marc, selon nos disponibilités, on sera là pour pouvoir filmer, commenter avec, j'espère, professionnels de basket à côté de nous, qui auraient les termes nécessaires pour faire vibrer les auditeurs. Le tennis, on se retrouve comme d'habitude, Président. Et on vous remercie de venir témoigner pour votre fils aujourd'hui. On espère le meilleur pour la suite. Je vais passer un petit message quand même pour l'US Matoury. Bien sûr. Nous organisons un bingo le 6 avril pour les jeunes de U11 et U17. Nous partons du côté de Montpellier. Et nous organisons un bingo le 6 avril à 14h à l'école Saint-Michel à Matoury. Soyez solidaires, les entreprises, les partenaires, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes de clubs. C'est un bingo, voilà. donc un petit ticket, voilà. Combien? 2 euros? Alors c'est 2 euros et en prévente c'est 5 euros. Voilà, donc jouez le jeu parce que c'est important pour nos jeunes. Pour nos jeunes, voilà. Aller jusqu'au découvrir, bout de leur, exactement, Marc. Découvrir les tournois au mois de mai de foot et les autres disciplines. On se retrouve dans une prochaine émission de Soif de Sport. Oui. Lundi. Voilà. Merci à vous d'être venus dans nos studios. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.